cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous allons parler de harcèlement aujourd'hui en compagnie de Samuel Comblaise qui pourra nous expliquer pourquoi il est de plus en plus fréquent. Évidemment, on imagine que les réseaux sociaux ont largement leur part de responsabilité, certes, mais peut-être que le manque d'éducation a aussi sa grande part de responsabilité puisque notre société est de plus en plus narcissique. Elle produit donc des enfants qui ne sont pas vraiment aptes à faire preuve d'empathie. Ce moi devient un petit peu le langage unique dans les classes. Samuel Comblaise va nous aider à décoder les phénomènes d'emprise sur Internet et le harcèlement qui lui est lié. Mais surtout, il va nous indiquer quels sont les signes qui pourraient permettre de voir qu'un adolescent est peut-être au bord du suicide. Alors vous avez sûrement envie de réagir, de témoigner et bien sûr de poser vos questions. Alors je vous invite à nous rejoindre et pour ça vous appelez le 0826 300 300. Bonjour Samuel Comblaise. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Vous êtes directeur des opérations de l'association e-enfance et je rappelle qu'on peut appeler d'ailleurs le 3018. C'est un numéro d'aide aux victimes de violences numériques. Ça c'est pour bien vous présenter. Donc vous êtes, si je puis dire, au cœur de ce sujet de harcèlement qui, semble-t-il, aujourd'hui est enfin moins tabou, puisque même notre président de la République, je crois, on en a parlé hier dans son allocution. Mais quelque part, ça a toujours existé, le harcèlement, non ? Alors ça a existé. C'est vrai qu'en France, on est un peu en retard pour prendre en compte ce phénomène. Ça fait seulement, je dirais, une grosse dizaine d'années que le ministère de l'Éducation nationale s'est emparé de ce sujet. Ouais. Et ça fait vraiment une quarantaine d'années qu'on a commencé à avoir les premiers écrits sur le sujet. Donc les pays du nord de l'Europe, le Canada, sont beaucoup plus en avance que nous, à tel point d'ailleurs que notre ministre de l'Éducation nationale est allé rencontrer justement un certain nombre de représentants des pays du nord de l'Europe qui sont bien plus avancés pour parler des émotions, par exemple, aux jeunes, aux enfants, pour parler d'empathie, pour mieux gérer la frustration, parce que je pense que ça a aussi une part de l'explication de ce harcèlement qui est en augmentation, avec, c'est vrai, des enfants qui ont du mal à supporter la frustration qui les envahit et à pouvoir, je dirais, la gérer et la tolérer. Alors c'est vrai que, vous l'avez dit, les réseaux sociaux ont certainement donné une autre dimension au harcèlement. Le harcèlement a toujours existé à partir du moment où de toute façon il y a deux personnes en relation. D'ailleurs on parle de relation d'emprise, ça montre bien qu'il faut qu'il y ait une relation pour qu'il y ait emprise. Eh bien ce phénomène a toujours existé. Aujourd'hui il est mieux connu, c'est vrai, on le comprend mieux, il est mieux accompagné aussi. Il faut reconnaître qu'il y a eu un certain nombre d'efforts de fait, il y en a encore beaucoup à faire et malheureusement je dirais l'actualité nous le prouve quand on voit que 48 heures après la rentrée scolaire 2023, un jeune Nicolas de Poissy a mis fin à ses jours parce qu'il était harcelé, qu'avant les vacances la jeune Lindsay a fait la même chose, une jeune adolescente aussi harcelée par plusieurs élèves de son collège, et puis on pourrait remonter comme ça les cas depuis ces derniers mois, et c'est vrai que c'est quand même très préoccupant que dans notre pays, avec tous les moyens qu'on a, parce que quoi qu'on en dise, on en a, on en soit encore amené à avoir comme statistique d'avoir à peu près l'équivalent d'une classe qui se suicide chaque année à cause du harcèlement à l'école. C'est pas rien, c'est entre 25 énorme, et 30 élèves par an. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on en parle. C'est bien que l'émission d'aujourd'hui puisse permettre de mettre des mots sur ce phénomène, parce qu'on se rend bien compte à l'association e-enfance que quand on parle dans des médias comme le vôtre, eh bien ça déclenche des appels sur notre ligne d'écoute sur le 3018, parce que les victimes se reconnaissent au travers des témoignages qu'on va peut-être entendre cet après-midi, parce que quand on est une victime de harcèlement, la première des choses que l'on fait, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, à savoir de parler. Voilà, oui, exactement. Oui. On se sent coupable et on se reproduit sur soi-même. Il y a 15 jours, j'ai eu Jean-Jean-Louis Guilleneuf qui était là et qui disait que de toute façon l'adolescent qui est harcelé n'en parle pas à ses parents. Non. Donc c'est aux parents de faire attention, et il nous donnait différents indices que vous pouvez peut-être nous donner, parce que j'imagine que vous les connaissez tout aussi bien que lui. Alors il y a une chose d'abord à avoir en tête, c'est qu'un jeune qui ne va pas bien change de comportement. Et ça c'est vrai que c'est une des premières alertes. Alors on peut changer de comportement parce qu'on a une rupture amoureuse, parce qu'on a
une contrariété à l'école, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut vraiment accompagner son jeune, je pense que de poser la question du harcèlement doit faire partie des questions, peut-être pas quotidiennes, qu'on doit poser à son enfant, mais quand on sent que quelque chose ne va pas bien, de questionner cette histoire du harcèlement peut amener à un début de quelque chose. Les jeunes aussi qui étaient plutôt, je dirais, enjoués d'aller à l'école, qui tout d'un coup refusent d'y aller, des jeunes qui étaient sur les réseaux sociaux, qui tout d'un coup désinvestissent complètement cette sphère numérique, des jeunes qui avaient plutôt un bon sommeil et qui tout d'un coup aussi ont des difficultés pour s'endormir ou qui ont des réveils nocturnes. Tout ça doit nous alerter et doivent être l'occasion, ces différents signes, de pouvoir échanger avec le jeune, parce que on ne se livre pas spontanément comme ça en totalité quand il s'agit de harcèlement, parce que souvent il y a de la culpabilité associée à cette situation. C'est, je dirais, toute la stratégie justement du harceleur, c'est de laisser croire à sa victime que ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Un peu comme la même chose que dans l'emprise, dans les relations amoureuses, dans les couples qui se déchirent et qui se font du mal. Évidemment, on va essayer petit à petit, justement, avec cette relation d'emprise, de laisser croire à l'autre que on agit comme ça parce que c'est l'autre qui nous provoque. Et du coup, c'est difficile de sortir de cette situation parce que on a l'impression que ce qui nous arrive, c'est normal, que ce qui nous arrive, on en est le responsable, et de pouvoir s'ouvrir à une tierce personne est en général un bon début pour s'en sortir. Même pas à son meilleur ami, son camarade. Si, il paraît que justement, en tant que parent, on peut poser la question aux parents du meilleur ami qui parfois lui peut savoir. Exactement. Et alors, s'agissant en plus du harcèlement, alors je vais parler du harcèlement des jeunes qui a lieu souvent à l'école ou sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des témoins, et ça, il faut jamais perdre de vue que heureusement il y a beaucoup plus de témoins et donc beaucoup plus de personnes qui peuvent donner l'alerte, qui sont des sentinelles qui peuvent justement aller chercher de l'aide auprès des parents, auprès des forces de l'ordre, auprès des responsables d'un établissement scolaire, et qui peuvent soutenir la victime très simplement. Donc de pouvoir chercher peut-être quelques indices auprès de l'entourage amical, ça peut être une bonne solution. Mais ce qui me paraît moi personnellement un petit peu aberrant, c'est que on se dit mais quand même au lycée, à l'école, on doit se rendre compte quand même qu'un gamin ou une gamine est harcelé. Non. Ça paraît fou. Et non, parce que justement le phénomène d'emprise et le harcèlement, c'est un phénomène très insidieux, très sournois. Évidemment, on ne harcèle pas sa victime en plein milieu de la cour. Voilà. Et les réseaux sociaux sont très pratiques pour cela, si je peux me permettre de le dire comme ça, parce que souvent les réseaux sociaux, on les utilise quand on est un adolescent dans l'intimité de sa chambre, sans en parler à ses parents. Parfois les parents sont même pas au courant qu'on est inscrit sur certains réseaux pour les plus jeunes. Et donc tout le principe va être justement d'isoler la victime. Ça fait partie aussi de la stratégie ou de la méthode, je dirais, du harceleur, c'est de pouvoir faire en sorte que ce harceleur, il puisse pas trouver une écoute attentive, une main tendue qui lui permettra justement de sortir de cette relation. Et donc non, c'est pas si évident que ça. Et je dirais qu'en plus, pour pouvoir sortir de cette relation d'emprise, souvent il faut que quelqu'un nous donne un peu l'impulsion. C'est-à-dire que c'est une personne extérieure, un témoin qui va nous dire mais ce que tu es en train de vivre là, c'est pas normal. Ce que tu es en train de vivre, c'est un délit, il faut le rappeler. Le harcèlement, c'est un délit et il faut que tu puisses t'en sortir. Finalement, c'est un petit peu comme un couple, lorsqu'un des membres du couple vit sous l'emprise et le harcèlement et l'humiliation quotidienne, on finit par trouver ça normal parce que c'est à petite dose et ça augmente un petit peu comme une sorte de poison qu'on insinue comme ça. Exactement, qu'on accepte. Et puis je dirais que l'acceptation de la situation fait partie aussi, je dirais, de la manière pour la victime de supporter quelque chose d'intolérable. C'est-à-dire que si vous êtes tous les jours en opposition à une situation qui vous est insupportable, ça devient, je dirais, déjà énergivore. Il faut tous les jours se mettre dans la disposition on va lutter contre. Si à partir du moment où vous commencez à, d'une certaine manière, accepter cette situation, ça peut être une forme de stratégie de défense, de se dire, voilà, du coup, je normalise ce qui m'arrive, et du coup, ça devient plus supportable. Ce qui, évidemment, est compliqué à comprendre quand on n'en est pas sujet, mais beaucoup de victimes nous le disent, quoi. J'ai fini par accepter ce qui m'arrivait parce que sinon, de toute façon, je ne pouvais pas m'en sortir, et c'était intolérable tous les jours. En normalisant la situation, en banalisant ce qui m'arrive, eh bien, je rends ma situation plus
supportable. plus acceptable, plus supportable. Oui, oui. Bon, en tout cas, Samuel Comblèze est avec nous. Vous avez des questions à lui poser. Vous avez besoin de ses conseils. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'enfance et de l'adolescence et directeur des opérations de l'association e-enfance. Donc, vous êtes, si je puis dire, dans le cœur de la cible. Donc, n'hésitez pas. Vous appelez le 0826 300 300 et Samuel Comblèze se fera un plaisir de vous conseiller. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblèze est avec nous. Nous parlons aujourd'hui du harcèlement. Vous avez des questions à lui poser. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et bien sûr, venez témoigner. Comme ça, on comprendra encore mieux ce qui se passe grâce à votre témoignage. Vous le savez, c'est vous qui faites cette émission. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour Samuel. Et Bonjour merci Charles. de m'accueillir dans votre émission et merci pour ce que vous faites surtout. Merci. Eh bien, merci à vous de témoigner, Charles. C'est votre fille qui a subi du harcèlement. Exactement, et je me suis reconnu dans l'introduction dans ce qu'a dit Samuel, tout est dit, clairement c'est insidieux, les enfants qui s'isolent dans la chambre, c'était exactement ça. Mon témoignage en fait, ça va être ma fille, oui, à l'âge de 13 ans, aujourd'hui elle a 19 ans, mais à l'âge de 13 ans à peu près, 12-13 ans, elle débute au collège. Et c'est par l'intermédiaire des réseaux, c'est toujours par là que ça commence, on a l'impression. Mais moi, je confirme ça, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent sur Facebook alors qu'il faut 18 ans normalement, et en fait, ils mentent sur leur âge. Ça leur permet d'avoir des contacts. Nous, moi, j'avais été muté dans une nouvelle région, ce qui fait que on connaissait pas vraiment grand monde. Ses meilleures amies, elle les avait quittées, donc elle était toujours en relation avec une de ses meilleures amies qui habitait dans la région de départ, en fait. Oui. Donc c'est en fait, presque pour rester en contact avec elle qu'elle s'est inscrite sur Facebook, c'est ça? Bon, peut-être que ça y a joué, je suis pas sûr. Peut-être que oui. Les réseaux, ils en ont besoin clairement pour rester en liaison. Donc j'imagine que ça peut faire partie d'un des moyens de rester en contact. Ouais. Mmh. Et donc, s'inscrit sur Instagram, sur tous les réseaux qu'on peut trouver là. Donc, je sais plus s'ils en ont d'autres encore. Et c'est vrai qu'on la voyait un peu s'isoler. Et un jour, elle me demande. Moi, j'étais pris dans une turbine au niveau du travail. J'explique un petit peu parce que on va dire mais pourquoi le père il le voit pas. Ouais, mais il y a la routine du travail, la nouvelle affectation, donc un nouveau travail, beaucoup de choses à apprendre. Et puis il y a 6 ans, on en parlait très peu, donc vous n'étiez pas au courant. Enfin, je veux dire, peut-être qu'aujourd'hui les parents sont plus attentifs, peut-être. On y était plus ou moins alerte, mais peut-être nous, peut-être un peu naïfs aussi. Voilà, les réseaux maintenant, on sait qu'il y a vraiment un danger, mais ouais, un peu aveuglés par tout ce qui nous tourmentait. Et les enfants, je vais pas dire qu'on les met de côté, mais on fait moins attention. Mmh. Clairement, c'est ça. Et un jour, Maëlys, ma fille, me demande, mais papa, est-ce que je peux changer de numéro de téléphone portable? Donc, si t'arrives, ouais, un type, ça va pas. Puis on change, y a pas de problème. Et là, il y a son amie qu'on reçoit avec ses parents un été, et puis elle décide de sortir. Donc voilà, sans trop savoir ce qui se passait. Enfin, moi, j'ai vraiment découvert. Je dois l'avouer, je l'ai découvert il y a que 2 mois. Elle me l'a avoué qu'il y a que 2 mois parce que cette personne, elle m'a expliqué que en fait, elle lui a montré sa poitrine. Au début, c'était ça. Après, peut-être d'autres choses. Elle m'a peut-être pas tout dit. À qui elle a montré sa poitrine? Un gars qu'elle a rencontré en local ici dans la nouvelle région. Voilà. Et grâce aux réseaux sociaux. Et grâce aux réseaux sociaux. D'accord. Et c'est grâce à cette nouvelle amie, son amie qui était venue un été, qu'elle a réussi à en casser l'emprise. Mais il y a vraiment cette emprise où il dit, j'ai fait des captures d'écran, des screenshots comme disait gamin là. Mmh. Et bien en fait, t'es trop au piège, donc elle continue dans ce mauvais jeu quelque part. Et c'est presque insoutenable parce que clairement nous on le voit pas tout ça et on l'apprend que. Vous voulez dire que donc il a pris, enfin elle a envoyé des photos de ses seins, c'est ça? Même pas. En fait ils sont en cam là. Et en caméra interposée, donc voilà, il discute avec la visio et en fait, il lui demande de faire ça, puis faire ça. Et en faisant ça, si vous voulez, l'autre il fait des captures d'écran, donc voilà. Après, oui, et après il a fait chanter, d'accord. Et après il fait chanter, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. On le voit pas. Si elle m'en avait pas parlé
il y a 2 mois, là. Je ne le savais pas. Aujourd'hui, elle a 19 ans, comme je disais. Et on sent d'ailleurs que ça vous émeut beaucoup d'en parler. Ah ouais, mais c'est terrible. Vous savez, Charles, si elle vous en a parlé plus longtemps après, c'est quand même qu'elle a confiance en vous et que elle vous en a parlé quand elle a été capable d'en parler. Je pense qu'elle devait certainement être très mal avec tout ça jusqu'à maintenant. Hein. Clairement. Et moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'elle vous en a parlé 6 ans après? C'est certainement parce que elle ne voulait, au moment où ça s'est passé, ne pas vous inquiéter. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent de la part des victimes. C'est j'en parle pas à mes parents parce que je veux pas les embêter. Et en particulier, peut-être dans un moment de changement dans votre vie professionnelle et autres. Et ça, c'est une caractéristique aussi parce que les victimes, en fait, elles ne vont pas chercher de l'aide parce elles savent très bien que narcissiquement, elles ont été attaquées, qu'elles se sentent très affaiblies, qu'elles se sentent très dévalorisées. Et du coup, pour retrouver, je dirais, un peu de capacité à agir, de pouvoir à agir, elles se mettent dans la tête qu'elles vont s'en sortir toutes seules. Évidemment, elles y arrivent pas toujours, bien souvent pas du tout d'ailleurs. Et en fait, c'est ça qui explique aussi sur cette solitude, c'est que on ne va pas chercher de l'aide pour ne pas avoir l'impression qu'on est encore plus victime que ce que on pourrait penser dans un premier temps. Et je me demande si aujourd'hui, maintenant qu'elle a 19 ans, donc 6 ans après ce qui s'est passé, elle ne vous en parle pas parce que elle se dit qu'aujourd'hui vous n'allez plus vous inquiéter, encore que si, hein, on entend qu'il y a, comme disait Brigitte, il y a encore de l'émotion dans votre voix, et ce qu'on peut totalement comprendre, mais j'ai l'impression qu'elle vous semble peut-être plus capable aujourd'hui de supporter l'annonce de ce qui s'est passé sans vous inquiéter, sans s'inquiéter même pour elle-même, puisque j'imagine que la situation est maintenant terminée, qu'elle a plus de contact avec cette personne. En fait, moi, ma situation de couple, entre guillemets, a changé. Donc, il y a beaucoup plus d'écoute, ce que j'avais moins quand ma compagne était encore avec moi. Et ce qui fait que, j'avais pas, entre guillemets, je vais dire le monopole de l'écoute. Mais disons que j'avais aucune confidence. Moi, j'apprenais pas les choses. Il y avait toujours l'emprise de mon ex-compagne qui dit toi tu sais pas parler, c'est moi qui vais y aller. Donc effectivement, moi je suis tombé des nues. Hein. Clairement, quand elle m'a annoncé ça, c'était la chape de plomb qui me tombe dessus, quoi. Si je peux me permettre un commentaire, Charles, et c'est pas du tout négatif ce que je vais dire, mais en fait l'histoire que vous nous racontez est d'une banalité extrême. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à votre fille, nous sur notre ligne d'écoute le 3018, où on a justement la charge d'accompagner les victimes de violences numériques et notamment de cyberharcèlement, je peux vous dire que des situations comme celles que vous nous avez expliquées, on en reçoit des dizaines chaque semaine. C'est ce qu'on appelle de la sextorsion ou du chantage sexuel. L'idée, c'est d'essayer de séduire plus ou moins une jeune fille, effectivement, d'entretenir une relation un peu décontractée avec elle par visioconférence. On se déshabille, on se met un petit peu à l'aise, et puis une fois que cette période de séduction est passée, eh bien on va prendre du pouvoir sur elle. Et comme vous l'avez très justement dit, il y a un moment, on est tellement avancé qu'on peut plus faire marche arrière. On se sent coincé et on ne peut aller que de l'avant parce que évidemment le harceleur va de plus en plus être menaçant, montrer qu'il a vraiment cette emprise, ce pouvoir sur la victime, et on va être amené à faire des choses que peut-être 6 ans après, et c'est peut-être ce qui explique aussi que votre fille en parle aujourd'hui, c'est que 6 ans après, elle se rend compte qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais à l'époque, et c'est pas, je dirais, de son fait, c'est encore une fois la construction de la relation avec le harceleur qui a permis qu'elle puisse faire des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent même peut-être sa propre morale et sa propre façon habituelle de réagir, et tout ça est savamment construit, et malheureusement ça arrive vraiment tous les jours, d'où l'importance de pouvoir en parler. Et merci pour votre témoignage, parce que j'espère que d'autres parents vous écoutent et se diront tiens, mais peut-être que ça pourrait aussi arriver à ma fille. Et 6 ans après, je peux vous dire que des situations comme ça, il y en a quotidiennement, et de pouvoir expliquer que quand on commence comme ça à proposer des images un petit peu dénudées, un peu sexualisées, ça peut être après une espèce d'engrenage qui ne s'arrête pas. C'est la meilleure des préventions, et c'est la meilleure manière de faire en sorte que ces jeunes filles ne tombent pas dans les pièges. Merci vraiment, Charles, de votre témoignage. Merci. On fait une petite pause, et vous aussi, vous pouvez témoigner, poser vos questions à Samuel Comblez, 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Comblez est avec nous. Nous parlons du harcèlement. Vous êtes directeur des opérations de l'association e-Enfance. Et je rappelle ce numéro, le 3018, aide aux victimes de violences numériques. Alors Samuel Comblez, on va donner la parole à Stéphane qui témoigne également. Je crois qu'il faudrait rappeler qu'en effet, il y a plus de filles que de garçons qui sont harcelés, notamment à cause de leur physique. Oui, alors c'est vrai que statistiquement, c'est indéniable. Les victimes principales, c'est les filles pour des raisons liées souvent à leur poids, leur surpoids, à leur silhouette, à leur, je dirais, goût vestimentaire. Alors là, c'est facile d'harceler quelqu'un qui est déjà pas bien dans son corps. On sait à quel point les jeunes filles sont souvent pleines de complexes. Exactement. Et la puberté nous donne un corps qui n'est pas forcément définitif, donc les choses vont évoluer, puis on n'est pas forcément très à l'aise avec ce corps. Et c'est vrai que c'est un peu facile, je dirais, enfin c'est même complètement facile et très lâche évidemment d'attaquer quelqu'un pour son poids, parce que on peut pas forcément le réguler comme on le veut. Et puis c'est quoi un poids idéal, c'est quoi une silhouette idéale, enfin il y a une intolérance totale dans tout cela. Et chez les garçons, ce qui est souvent mis en avant, c'est l'orientation sexuelle, véritable ou supposée, exactement. Un garçon un peu efféminé risque fort d'être harcelé, quoi. Exactement. Et puis aussi, je dirais tous les marqueurs de virilité, les muscles, la façon de se comporter, une espèce de courage qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. En fait, rien n'a changé depuis la nuit des temps. Non, le harcèlement reste le harcèlement. Après, comme on le disait au début de l'émission, la façon dont il va se répandre a un peu évolué, notamment avec les réseaux sociaux. Mais voilà, les êtres humains restent ce qu'ils sont. Et peut-être qu'en tant que parents, il faut comprendre qu'un enfant, il est à un âge où il a envie de découvrir la vie, donc prêt peut-être à faire des expériences qu'il ne faudrait pas faire, avec une sorte de pulsion comme ça. Et avec une forme de naïveté. Et c'est aussi comme ça d'ailleurs qu'on apprend. C'est aussi comme en faisant des expériences de ce type qu'on peut apprendre, découvrir, etc. Le problème, ça n'a rien à voir. Ce que je voudrais dire juste, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'éducation que l'enfant a eue. Il y a des enfants très téméraires qui croient que rien ne peut leur arriver. Exactement. Déculpabilisons aussi notamment Charles qui a réagi tout à l'heure. Tout à fait. Oui. Et alors je vais aussi déculpabiliser les parents de harceleurs, parce qu'on parle beaucoup souvent des victimes et des témoins, mais on oublie parfois de parler aussi des harceleurs. On peut être un excellent parent, mais vraiment le meilleur parent du monde, et avoir pour autant un enfant harceleur. Justement par opposition à un parent trop bien. Exactement. Oui, et puis parce que bien sûr que la façon dont on va être éduqué va conditionner un certain nombre de choses, mais ce serait, je dirais, faux de penser que les harceleurs ne sont que des enfants mal élevés, que des enfants méchants, qui n'ont pas de cadre, etc., qui sont pas élevés avec des règles et des consignes et qui n'arrivent pas à respecter. C'est pas du tout ça. C'est malheureusement beaucoup plus complexe que cela. Et d'ailleurs, souvent, ce qui est à l'origine d'une situation de harcèlement, c'est de la discrimination ou de la différence. Il y a une différence entre le harceleur et sa victime, et c'est ça qui va générer de l'envie, de l'emprise, de la jalousie, des choses. Et donc, dans les meilleures familles du monde, avec les meilleurs parents du monde, il peut y avoir une forme de discrimination et de différence. Exactement. Voilà, on n'est pas tous égaux, il faut le supporter. C'est bien, Samuel Comblez, de dire tout ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance comme ça à aimer mettre les choses dans des cases. Malheureusement, la complexité humaine est bien plus... Et ce qui explique aussi que, pour revenir sur le témoignage de Charles, c'est qu'on peut avoir l'impression, et certainement c'est ce qu'il a fait, d'avoir parfaitement bien accompagné ses enfants, mais justement c'est sournois, c'est beaucoup plus complexe, et du coup on peut parfois passer à côté de certaines situations, et il ne faut pas s'en vouloir, je crois. Stéphane est avec nous maintenant. Bonjour Stéphane. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Stéphane. Oui, moi en fait mes expériences sont que moi j'ai 2 garçons hyperactifs qui ont été décelés très tard parce qu'ils avaient toujours des gros problèmes par rapport au fait de s'adresser aux autres, surtout parce que ils n'avaient pas le comportement approprié. Et c'est vrai que, alors je pense pas que ce soit du harcèlement, mais leur difficulté à communiquer avec les autres, ça les a souvent mis de côté. C'est-à-dire qu'ils communiquaient de manière un petit peu trop impulsive. Disons que moi j'ai mon grand, c'était plutôt, il avait du mal à interpréter les, comment on appelle ça, les... La communication non verbale, peut-être. Non, mais je veux dire, c'est quelqu'un venait un peu trop brusquement sur lui pour déconner. Lui, on venait l'agresser, donc il tapait facilement. D'accord.
Et oui, donc il était très impulsif, en effet. Ah oui, il aimait pas. Puis à un moment, il s'est rendu compte de lui-même, que de toute façon, son appréciation de la situation a été toujours erronée. Donc il se mettait tout seul en retrait. Il voulait toujours être plus à l'écart pour pas avoir d'histoire. Et donc bon, ça s'est amélioré avec le temps, mais c'était assez compliqué. Et je sais que quand il est arrivé au secondaire, donc au collège, les autres faisaient exprès de le titiller parce que lui se mettait seul. Il venait l'embêter à plusieurs pour justement l'embêter. Donc il a quand même subi un peu de harcèlement, visiblement. C'est ça. Mais à chaque fois, moi je me déplace à l'école parce que le problème, ça tournait dans le sens inverse. Il se retrouvait à être accablé par tout ce qui était le corps professoral parce que, étant seul, il arrivait quand même à avoir le dessus sur plusieurs. Oui. Donc à chaque fois, c'était lui, parce que vous vous rendez compte, il a tapé. Et il se retrouve à 3 ou 4 autour de lui. Il a eu le dessus, mais il était quand même bien en situation de harcèlement. Alors on me dit non, c'est pas du harcèlement. En plus, à l'époque, c'est pas cette année, c'était il y a 5 ans en arrière, il fallait surtout pas parler d'harcèlement à l'école parce qu'alors là, c'était pas à la mode, c'était pas le truc. Non, c'est pas du harcèlement. Chez nous, c'est pas vrai. Oui. Il y a pas de vague, surtout pas de vague. Ah j'ai dit si, bien sûr que si. C'est du harcèlement. Donc ça a fini qu'il a fallu que mes enfants ont été retirés du public pour aller en privé. Et là, ça s'est passé super bien. Ils avaient un directeur qui connaissait très bien le handicap en général et savait lui s'adapter au cas par cas par rapport aux enfants. Moi, il savait que mon gamin pouvait avoir des excès de colère sur l'injustice. Pour lui, quand il était puni, il y avait toujours une injustice, toujours. Alors il dit écoute, je te laisse te calmer et puis on en reparlera quand ça ira mieux. Et ça pouvait même être le lendemain. Il le convoquait et pareil, il dit tu comprends bien que ton comportement n'était pas approprié quand je te l'ai demandé. Bon, aujourd'hui tu as eu le temps de la réflexion, on va en reparler et tu auras la sanction appropriée. Et il acceptait ses sanctions. Les sanctions étaient toujours justifiées. Et ça se passait bien, ça se passait très bien. Et une fois, mon fils est rentré de l'école, joyeux d'avoir été puni. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit oui parce que à chaque fois que j'étais puni c'était toujours moi alors que c'était pas de ma faute. Là on était 2 fautifs, on a été punis tous les 2. Je suis content. Ah bon? Au moins il y avait une justice. C'est ça, lui qui était sensible à cela, au moins, il reconnaissait qu'on peut être puni pour avoir fait des bêtises. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous expliquez, c'est que, il y a un apprentissage des émotions et de la manière de les gérer. Et quand on est comme ça soumis à des problèmes d'hyperactivité, c'est vrai que ça fait partie aussi du travail thérapeutique, de pouvoir mieux les canaliser, de pouvoir faire en sorte de mieux les comprendre pour pouvoir en faire quelque chose qui ne se retourne pas contre nous. Et c'est certainement ce que ce principal de collège a su faire. Je trouve que de pouvoir revenir sur une situation dans l'après-coup, au moment où l'enfant est disponible pour pouvoir en parler et le faire progresser comme ça, je pense que c'est une bonne méthode. En tout cas, ça a fonctionné avec votre fils et bravo, parce que c'est tout simple, mais il faut avoir ce réflexe-là de ne pas gérer le problème au moment où il survient, et surtout avec des enfants qui, dans ces cas-là, ne sont pas en capacité de pouvoir écouter. Donc ça, bravo à lui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, vos enfants? Maintenant, ils sont grands. Lui, justement, il a 20 ans. Donc il est dans la logistique et puis il s'éclate. Lui, alors lui, il aime tout ce qui est fort. Lui, il fait de la musculation, il fait tout ça. Donc c'est vrai que déjà, quand il était petit, il faisait une tête de plus que tous les autres. Et puis il avait déjà facilement le dessus sur les autres. Aujourd'hui, il est dans son élément. On n'a pas envie de l'attaquer, je vois. C'est ça. Déjà à l'époque, je comprenais même pas que les autres l'embêtaient, puisqu'il avait toujours le dessus en plus. C'était une façon je pense que c'était une façon de se challenger par les autres, mais lui, ça le blessait vraiment beaucoup parce que c'est pas ce qu'il souhaitait. Lui, il savait que son comportement n'était pas forcément le meilleur. Sa protection à lui, c'était de se mettre en retrait. Et on venait constamment l'embêter. Peut-être, Stéphane, on le sait, sa difficulté à mettre des mots et donc à utiliser le langage fait qu'à ce moment-là, on utilise les coups. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est sûr. Pourtant, nous, alors, faut bien comprendre, nous, on est vraiment très, très à l'écoute de nos enfants parce qu'on sait que c'est très compliqué. Mais on n'en doute pas, Stéphane. Et comment dire, en plus, moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est que moi, j'ai des enfants qui sont plus que
corrects et même attentionnés, parce que nous on a eu dans notre entourage des gens qui osaient même plus sortir parce qu'ils avaient des enfants trisomiques. On m'a dit mais viens à la maison. Oui mais non, mais en plus avec tes enfants. Mais j'ai dit mais les miens, ils sont tolérants. Ils sont tolérants et ils jouaient, ils voyaient même pas la différence. Ils jouaient ensemble. Et quand on sortait à l'extérieur, ils disaient ouais mais non, tu te rends compte dehors, mais t'es avec nous. Avec nous, ils jouent avec nos enfants, il n'y a aucun problème. Et nous, nos enfants, il n'y a jamais eu de problème. Ils ont toujours protégé ceux qui avaient un handicap. Moi, mon deuxième garçon aussi a subi un peu. Quand il s'est retrouvé sur la filière professionnelle, ses meilleurs copains, c'est des gens sur qui on se serait moqué. Il y en a un qui parlait du nez, il y en avait un autre qui était un petit peu enrobé et tout. C'était un clan, et ils étaient entre eux, ils avaient leur petit truc à eux, et personne n'allait les embêter, ils étaient entre eux. Et justement, j'avais une question à vous poser, Stéphane. Est-ce que quand vos enfants étaient plus jeunes, ils étaient capables d'expliquer cette hyperactivité, ce diagnostic d'hyperactivité? Non. Parce que moi, je me demande aussi si les enfants n'ont pas réagi de manière très négative, avec violence, parce que peut-être que le comportement de vos enfants avait quelque chose d'anxiogène pour eux, c'est-à-dire que ce côté très spontané, très impulsif, ils n'arrivaient pas à le décrypter, et du coup pour se protéger, ils agressaient parce qu'ils ne comprenaient pas, et je me demande si voilà, ça pourrait pas être aussi une part de l'explication. Ça pourrait en tout cas. Nous on a eu, comment dire, on a été obligé de passer par un traitement pour arriver à les canaliser, donc ils ont suivi. Mais oui, c'était ça plus d'autres choses. Il n'y a pas que, parce que c'était vraiment très très important. Leur trouble, il était vraiment mon grand. Il pouvait se réveiller en pleine nuit avec des terreurs nocturnes. Il y avait des gros problèmes. Il revivait la nuit tous les agitations de la journée. Donc c'était très très compliqué pour nous. Mais quand dans une première vie, je dirais. On a été voir du monde, parce que nous, c'était très très difficile au quotidien. On nous a toujours dit que nos enfants n'avaient rien du tout, que c'était un comportement peut-être alors on a été jusqu'à nous dire qu'ils reproduisaient ce qu'ils voyaient à la maison. C'est agréable. Oui. D'accord, bon, ok. Donc, et c'est sur le tard. C'était sur, je vais dire, mon premier, il devait être en CM1, donc c'est tard, qu'il a été diagnostiqué hyperactif sévère. Et le médecin, donc, il a demandé à voir un petit peu tout l'historique de toutes les démarches que nous on avait fait avant. Il a dit mais on est en train de dire partout que vous étiez des mauvais parents, alors que je vois tout ce que vous avez fait. Mais c'est immonde. Oui, mais ça c'est un peu le problème. C'est toujours la faute des parents. Oui. Et puis quand on connaît pas l'hyperactivité, on dit plein de bêtises, et vous en avez été la victime, parce que franchement, les enfants hyperactifs sont pas des enfants de parents qui ne savent pas accompagner leurs enfants. C'est vraiment une maladie. Il faut le dire comme ça, et c'est un trouble, et il faut l'accompagner, le traiter. On le met le diagnostic peut-être un peu trop vite maintenant, mais quand il est posé, en tout cas, et surtout quand il y a un traitement médicamenteux, en général, c'est que vraiment c'est avéré. Ça aide, et le témoignage de Stéphane le prouve bien. Merci beaucoup Stéphane, en tout cas, merci beaucoup. Thierry va répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une à Samuel Comblaise. D'abord Thierry, bonjour. C'est un peu le témoignage de Stéphane qui me fait penser à cette question. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère, Thierry ? Bonjour vous. Merci de m'accueillir encore une fois de plus. Je vous en prie. Qu'est-ce qui me met le plus en colère? Je crois l'intolérance, L'intolérance. Ah oui, ça me met un petit peu hors de moi. Vous devez être assez souvent en colère alors. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Bon, et alors qu'est-ce qui vous excite le plus? Mais au sens sexuel là, pas au sens d'être en colère. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui m'excite le plus? Je suis pas quelqu'un de très sexuel. Ah bon? Non, je suis pas quelqu'un de très sexuel. J'ai vécu, d'ailleurs, ma compagne actuelle, avec qui je fais un petit morceau de chemin, ne me croit pas, parce que j'ai été marié pendant 40 années. Et pendant 40 années, j'ai jamais trompé ma femme, et j'ai jamais été sexuellement attiré par autre chose, voilà. Donc je ne suis pas très sexuel. C'est pas, on peut ne pas tromper sa femme et être très sexuel, Thierry, c'est pas incompatible. Et qu'est-ce qui vous excite dans votre, si c'est pas indiscret, dans votre compagne actuelle, chez votre compagne actuelle? Ce qui m'excite, c'est ça. Elle est très câline. Voilà. En fait, vous fonctionnez à l'amour et à la tendresse, Thierry, c'est ça? À l'affectif. C'est ça. Ouais. À l'affect. Oui. Très bien, c'est une bonne réponse. Énormément.
D'accord. Et alors, dernière question, quel serait votre plus grand défaut ? Je crois que je suis assez. Quand je suis avec quelqu'un, je veux que cette personne soit elle aussi avec moi, quoi. Un peu Mon plus grand possessif. défaut, c'est la possession, ouais. La possession. Ouais, d'accord. Bon. Voilà. Eh bien, on sait tout de vous, presque, Thierry. Je vous laisse poser une question à Samuel Comblaise. Il vous écoute, allez-y. Alors, j'en avais une, mais apparemment, elle va être obsolète. Enfin, je vais la poser quand même. Hein. Quelle est votre position sur puisqu'à à l'heure actuelle, le harcèlement des jeunes est à la une. Ouais. Et quelle est votre réaction là-dessus? Quelle est votre position là-dessus? Quel est votre ressenti? Alors, la question est très large, elle n'est pas du tout obsolète, votre question elle est très large. Mon ressenti, c'est que le harcèlement, c'est un fléau. Je pense que il faut que nous, les adultes, et quand je dis nous les adultes, c'est à la fois bien sûr les parents, mais c'est aussi les enseignants, les coachs sportifs, les policiers, les gendarmes, enfin tous ceux qui sont présents aux côtés des jeunes au quotidien, se mobilisent beaucoup plus contre ce fléau, contre le harcèlement. Et une façon de se mobiliser, c'est déjà de s'informer, parce que souvent ce qu'on entend de la part des victimes, c'est je suis allé vers un adulte que je pensais être un adulte de confiance, quelqu'un de compétent, et en fait je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas du tout le sujet, qu'il ne savait pas comment m'accompagner, et du coup en fait ma parole elle est tombée, voilà, exactement. Et ça, il n'y a rien de pire pour une victime, pour la décourager de se faire aider, que d'avoir quelqu'un qui est en face d'elle et qui en plus a été identifié comme capable de pouvoir l'aider et qui ne peut rien faire. Et qui répond, c'est pas grave. Exactement, c'est un jeu entre enfants. Enfin, les bêtises qu'on peut encore entendre aujourd'hui autour du harcèlement, les idées reçues qui sont encore très très fortement associées au harcèlement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un travail à faire de manière mondiale, je dirais. Ce qui a été prouvé, c'est que il y a moins de harcèlement dans tous les pays du monde à partir du moment où la sphère politique, à partir du moment où il y a un cadre juridique qui a été posé dans le pays et qui a une vraie prise de conscience collective au niveau vraiment du pouvoir politique, et c'est ça qui fait baisser les situations de harcèlement. Donc là aussi, on a fait beaucoup, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on avance. Merci beaucoup Thierry. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer le harcèlement avec vous, bien sûr, sur Sud Radio, et Samuel Comblaise qui est avec nous et qui est donc directeur des opérations de l'association e-Enfance. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Sophie. Donc, vous voulez j'ai appelé pour un petit peu raconter ce qui s'est passé par rapport à mon fils, donc un peu dans la tranche d'âge similaire aux autres, puisqu'il avait 13 ans, il était en 4e. Et en fait, je vais vous expliquer, mais ce qui m'a le plus énervé dans l'histoire, c'est l'absence de réaction, en fait, que ce soit de l'établissement, que du rectorat, parce que j'entends beaucoup parler du rectorat actuellement. Et je tiens à dire que le rectorat, c'est une horreur. C'est-à-dire que quand on veut y aller, la porte est close. Si vous n'avez pas de rendez-vous, on ne vous laisse pas rentrer. Pour avoir un rendez-vous, j'en ai demandé, j'en ai jamais eu. La personne de SOS Harcèlement, elle m'a rappelé, l'affaire était close. En fait, j'avais résolu autrement, je vous expliquerai comment, mais elle m'a rappelé quand même 4 mois après. Un enfant qui vous parle suicide, il a besoin d'une réaction rapide. Et donc votre fils vous a parlé, c'est-à-dire qu'il est venu vous raconter qu'il était harcelé et qu'il n'en pouvait plus? Oui, en fait, au bout de 3 semaines de rentrée, donc quand il fait de l'allemand. Et donc la première année, ça allait, la deuxième à peu près, parce qu'en fait, ils avaient fait une classe un petit peu avec que les bons élèves qui faisaient allemand, etc. Et puis en 4e, ils ont décidé de faire de la mixité. Donc ils ont mis, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais ils ont mis du coup des très bons élèves avec des très mauvais. Parce qu'il n'y avait pas de moyens en fait. Ils nous ont expliqué, il y avait des très bons et des très mauvais. Et donc, les très bons, ils étaient 7 de la classe allemand à être dans cette classe avec 15 élèves qui tournaient autour des 2, 3, 4, 5 de moyenne, alors que les 7 germanistes avaient 18, 19. Au bout d'une semaine de rentrée, sur les 7 germanistes, il y en a 3 qui ont changé de classe.
Moi, c'est vrai que j'ai été à la traîne, je ne l'ai pas vu venir. Il était avec ses copains. Je me suis dit, bon, voilà, quoi, je ne vais pas l'enlever alors que son meilleur copain est dans cette classe. Bon. Et en fait, très rapidement, les 15 gamins, en gros, qui restaient sont pris aux 4 germanistes qui restaient là. Et là, encore une fois, Samuel, on voit de l'envie, la différence. Oui, toujours les mêmes éléments. Exactement. Ah non, mais à tous les niveaux. D'abord, c'était les 4 bons de la classe. Donc les autres, évidemment, les profs font cours pour les bons, ils font pas cours pour les mauvais. Donc ensuite, c'était les seuls à avoir leur fourniture scolaire, parce que les autres, les 15, ce que je vous dis pas, c'est qu'ils sont... Moi, je suis dans Paris intramuros, 13e arrondissement, mais on est encerclé par les cités HLM. Mais c'est pas un mal. Moi, je suis pour la mixité, je suis la première à le prôner. Seulement ça, c'est pas de la mixité. Quand il y a 15 mecs d'une cité HLM et 4 pauvres gars qui sont pas de la cité, qui sont paumés, qui n'ont pas les codes et qu'on balance au milieu, avec effectivement une différence à tous les niveaux, une différence de revenus, une différence de niveau aussi scolaire, ça peut pas bien se passer. C'est pas vrai, c'est faux. La mixité, c'est pas ça. Et là, en fait, donc au bout de 3 semaines, mon fils est venu me dire que ça allait pas du tout, qu'il se faisait insulter en cours, qu'il se faisait frapper pendant les cours de gym, et que c'était en cours devant les profs, et que les profs ne réagissaient pas. Et pourquoi dépasser, Samuel Comblèze Oui, dépasser, souvent, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'impression que c'est pas si grave que ça, le harcèlement, que c'est des jeux entre enfants, qu'il faut laisser faire, qu'on y est tous passés, que ça n'a jamais tué personne, ce qui n'est pas vrai, le harcèlement ça tue, il faut le dire. Et effectivement... l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose de très banal qui fait partie des relations normales entre adolescents et avec, il faut reconnaître, il y a des enseignants qui font des choses extraordinaires contre le harcèlement, et puis il faut reconnaître aussi dans certaines équipes on peut déplorer qu'il y ait si peu de choses. Souvent ça tient d'ailleurs à la personnalité, je l'ai remarqué, du chef d'établissement. Quand on a un chef d'établissement qui s'empare vraiment du sujet, qui a vraiment envie que dans son établissement cette question du harcèlement elle soit vraiment traitée à la fois en termes de prévention et de traitement quand il y a des situations qui malheureusement surviennent quand même. Il faut reconnaître qu'on a une équipe éducative qui est dynamique. Mais s'il n'y a pas de volonté à la tête de l'établissement, bien souvent, on laisse pourrir des situations en espérant qu'elles se solutionnent toutes seules. Mais visiblement, ce que vous nous dites, c'est que ça ne s'est pas solutionné. Et donc, Sophie, vous l'avez changé d'école, j'imagine. Ouais, mais ce que je voulais juste te dire pour rebondir sur ce que vous avez dit, moi j'ai demandé un changement de classe qui m'a été refusé avec les 4 enfants, puisqu'on ne voulait pas, ils étaient 4 à être dans la même situation, donc on s'est réunis, on a dit il faut qu'ils changent tous les 4. On a eu une réunion au bout de 2 semaines, donc au bout de 3 semaines de rentrée scolaire avec les autres parents. Que ce soit la réunion de rentrée scolaire ou l'autre réunion, on était 7 parents sur 21 élèves. Vous vous rendez compte ? 7 parents sur 21, c'est une différence. C'est pour ça que je dis ça à tous les niveaux. En fait, les gens, entre guillemets, qui ne sont pas de la cité, ils ne mettent plus leurs enfants dans le public. Ils les mettent dans le privé. Donc en fait, le public se vide. Mais se vide, et il reste quoi ? Il reste les cités HLM. Et ça, c'est pas... On va pas y arriver, en fait. C'est un cercle vicieux. Si les gens, en fait, ne peuvent pas mettre leurs enfants dans le public, les gens, entre guillemets, qui ont un certain niveau de vie, etc., même dans Paris, on va se retrouver avec le système américain, les gens qui n'ont pas les moyens... dans le public et puis les gens qui ont un peu de moyens dans le privé, mais c'est pas normal. Non, c'est horrible parce qu'on en arrive au contraire de ce qu'avait fait Jules Ferry. Justement, l'école était un lieu où tout le monde avait ses chances. Et là, on en arrive à nouveau à un clivage insupportable. Vous avez raison, Sophie. Mais votre témoignage, il est malheureusement assez révélateur d'une réalité qu'on se cache encore parce que c'est pas très drôle de se rendre compte de cette réalité-là. Mais votre témoignage, merci parce que je crois qu'il est... Je veux juste dire quelque chose quand même d'important, c'est que j'ai appris de par cette expérience qu'en fait, les collèges, quand ils sanctionnaient, qu'ils faisaient des conseils de discipline, étaient mal notés. C'est une des raisons pour lesquelles, moi je les ai suppliés, je leur ai dit s'il vous plaît, il faut les sanctionner, mais ils sont 15, ils sont trop nombreux, on ne peut pas tous les virer. Je leur dis mais il y a des endroits, il y a le centre rue Patay dans le 13e qui accueille les mineurs déscolarisés, on peut les exclure une journée, 2 jours, on n'est pas obligé de les virer à vitam aeternam. Mais il faut les sanctionner.
Eh ben non, en fait, pas de sanction parce qu'on veut rien. Alors ça, Sophie, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent aussi. Donc évidemment, là, il est temps de donner la parole aux infos. Mais je vais faire réagir Samuel Comblaise après les infos. Et puis restez avec nous, Sophie, si vous voulez réagir avec Samuel. Votre témoignage, malheureusement, est assez proche aussi de la réalité. Et puis, avant les infos, je vous donne aussi ma devinette. Alors, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est une belle histoire d'amour qui termine mal, évidemment, mais elle a beaucoup changé, cette histoire, avec le monde actuel. Alors, comment on appelle maintenant cette histoire Roméo et Juliette? Vous avez le temps des infos pour essayer de me trouver une réponse cohérente. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons durant cette deuxième heure à évoquer le harcèlement avec Samuel Comblaise. Vous avez eu envie d'aborder ce sujet parce qu'il est malheureusement terriblement là dans les médias tous les jours. Et puis, je crois qu'on peut aider ceux qui nous écoutent à en prendre conscience parce que je pense que c'est une vraie prise de conscience dont on a besoin à tout niveau. Et puis on est dans une semaine importante pour la lutte contre le harcèlement puisque normalement cette semaine, mercredi matin je crois d'ailleurs, la Première ministre Elisabeth Borne doit annoncer le plan justement de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement qui est ce sujet, la grande cause nationale du gouvernement pour la rentrée. Et donc voilà, c'était important d'en parler pour dire qu'il faut mettre des mots sur ce qui se passe, inviter les victimes à parler, à sortir de cet enfermement dans lequel elles sont parce que déjà de supporter le harcèlement c'est compliqué, mais en plus de vivre la solitude et ce silence qu'on leur impose c'est insupportable et que même si c'est difficile et j'en ai bien conscience de mettre des mots sur ce qu'on ressent et d'aller chercher de l'aide, c'est le meilleur moyen pour pouvoir s'en sortir. Et tous ceux qui travaillent avec des ados peut-être aussi les informer. Tout à fait. Ça serait important. Exactement. Et de garder vraiment le réflexe 30-18 parce qu'il n'y a pas beaucoup de numéros pour aider justement ces jeunes à s'en sortir. Et le 30-18 a la capacité de faire supprimer des contenus auprès des réseaux sociaux. On travaille beaucoup avec les forces de l'ordre aussi, avec Pharos qui est le signaleur de confiance justement pour pouvoir supprimer des contenus et les signaler auprès des autorités. Donc ayez ce réflexe 30-18, on est ouvert tous les jours de 9h à 23h, 7 jours sur 7. Alors Roméo et Juliette, ça marche plus trop aujourd'hui, donc c'est quoi? Vous avez réfléchi? Non, vous ne savez pas. J'ai réfléchi mais je n'ai pas trouvé, je ne sais pas. C'est Rodéo sur Juliette. Oh, voilà. D'accord. Alors Sophie est toujours avec nous. Vous avez envie peut-être de connaître la réponse de Samuel Comblaise. En tout cas, je vous laisse dialoguer tous les deux. Donc, oui. Vous n'aviez pas l'air d'accord avec ce que disait Sophie. Je voulais revenir juste, Sophie, sur ce que vous disiez, sur le fait qu'un établissement scolaire qui signale des faits de harcèlement serait pas bien noté et ça expliquerait son silence. Vous avez raison, mais en fait, ça a changé. Il y a eu justement cette prise de conscience de ce que vous avez expliqué, c'est que évidemment, un établissement scolaire n'a pas envie d'être mal noté par sa hiérarchie, on n'a pas envie de savoir qu'il a mauvaise réputation, et donc ce système de sanctions et de mauvaises notes a été aboli. Alors je crois que c'est Jean-Michel Blanquer de mémoire qui a modifié cette disposition, ce qui fait qu'aujourd'hui un établissement qui signale ou qui ne signale pas n'est pas plus ou moins bien noté qu'un autre. Voilà, donc je voulais juste rectifier ça parce que c'est important et votre réaction est tout à fait entendable. Moi-même, quand j'ai su qu'on pouvait être sanctionné parce qu'on avait signalé des faits de harcèlement, ça paraît complètement aberrant, quoi. En fait, c'est pas les signalements des faits de harcèlement, on m'a dit les conseils de discipline. Or pour moi, c'est des gamins qui doivent aller en conseil de discipline. Et bien on m'a dit, plus il y a de conseils de discipline, moins l'établissement est bien noté. Donc en fait, ils les envoient pas en conseil de discipline. Donc moi je trouve ça assez hallucinant parce que moi, l'absence de sanctions à aujourd'hui, les gens qui ont embêté mon fils, donc il faut quand même savoir que c'est le premier à avoir parlé, que ces 3 autres camarades n'ont parlé qu'une fois que j'ai appelé les parents pour leur dire voilà ce qui se passe, parce qu'en fait ils étaient réunis à la maison tous les 4 et je les ai entendus parler. Et là je me suis mis à pleurer. C'était l'horreur. Rien que d'en parler, j'ai la gorge nouée. D'accord, c'est pas votre fils qui est venu en parler, mais vous avez surpris la conversation. Il m'a dit maman ça va pas. Et en fait, je les ai invités, mais sans penser que. Et en fait, je travaillais dans mon bureau à côté. Et là, j'ai entendu leur conversation. Et là, j'ai compris, quoi.
J'ai compris que c'était tous les jours. Tout de suite, bravo. Oui. Tous les jours des tapettes, tous les jours des insultes racistes, faut dire les choses aussi. Et donc c'était l'horreur. Et donc j'en ai parlé aux parents. Et là, les enfants se sont lâchés et les enfants ont tout raconté à leurs parents. Et pour finir l'histoire, quand même, sur les 4 qui étaient embêtés, donc. Moi, j'ai quitté ce collège puisque j'avais fait une demande de changement de collège. On m'avait dit oui, on vous met dans le bon collège du 13e. On m'a fait un mail avec le nom du collège et tout. Finalement, quand j'ai reçu l'affectation, c'était en ZEP, merci beaucoup, à plus d'une demi-heure de chez moi. Donc, il était censé se taper 1 heure aller, 1 heure retour pour aller au collège. Alors qu'il y a des collèges à 10 minutes de chez moi. En gros, ils m'ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas qu'il parte. Comme c'était un bon élève, ils avaient intérêt à le garder. Donc moi, effectivement, j'ai craqué. J'ai signé en privé qui franchement, ils sont adorables, quoi. C'est des gens extraordinaires, super gentils. À mon avis, ils ont franchement sauvé la vie de mon fils. Puisqu'il parlait suicide, puisqu'il rentrait le soir, qu'il se mettait dans son lit, qu'il se mettait à pleurer. Et donc, 1 mois après, il y a une de ses camarades qui a fait pareil. Oui, excusez-moi Sophie, je vous coupe, mais Samuel Comblaise, c'est pas la première fois qu'on entend que dans le privé, il y a moins de harcèlement. C'est dû à quoi ? Osons, enfin, on parle vrai sur Sud Radio. Je sais bien je pense qu'un des remparts contre le harcèlement, c'est la présence des adultes. Je pense que quand on s'oblige dès qu'il y a une situation à réagir, et même si elle n'est pas révélée par les jeunes, d'avoir en tout cas le réflexe d'une observation, d'un contrôle, d'une surveillance, je pense que ça limite par autant le risque que ces situations ne surviennent. Alors c'est vrai que dans le public, on entend souvent il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de moyens pour lutter contre ça. Peut-être que effectivement les établissements privés ont plus de possibilités de personnel pour pouvoir accueillir ces jeunes et pouvoir réagir rapidement, parce que souvent ce qui fait dégénérer la situation, c'est qu'on ne la prend pas à bras le corps dès les tout premiers moments, en fin de compte, et on la laisse se pourrir, on la laisse se dégénérer. Et donc pour moi, ça peut être une bonne partie de l'explication, c'est de se dire que voilà, dans le privé, il y a peut-être des moyens supplémentaires qui permettent d'être beaucoup plus réactifs qu'on ne peut l'être dans le public. Alors pour moi, dans le privé, on peut virer l'élève. C'est surtout ça. C'est-à-dire que le harceleur, il est viré. Il reste pas. On n'en veut pas. Donc au moins c'est clair, il va dehors. Alors là où je vous rejoins, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, et c'est tout à fait juste, c'est que c'est vrai qu'on manque de sanctions. En tout cas, les sanctions ne sont pas assez graduées, c'est-à-dire qu'on est tout de suite dans soit rien, soit tout de suite quelque chose d'énorme. Et je pense que on doit, et j'espère que c'est ce qui va être annoncé, une des parties du plan contre le harcèlement annoncé cette semaine, c'est de pouvoir avoir davantage de sanctions, parce que c'est un très mauvais message adressé aux harceleurs que de savoir que de toute façon, quand il y a du harcèlement, il n'y a pas de suite, en fin de compte, il y a rien qui se passe. Et alors ça, pour engendrer après d'autres comportements et voire les attiser, c'est vrai que pour un enfant, c'est compliqué de se dire que ce qu'il fait est interdit si les autres qui ont fait la même chose n'ont pas été sanctionnés. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait une grosse avancée et que les choses bougent. Vous avez raison. Oui, alors, le virer, c'est ridicule, parce qu'il va aller dans un autre établissement, il va recommencer encore plus. Il ne sera pas avec ses copains. Moi, ma fille, mon fils, il a dû quitter le collège seul. Moi, je voulais qu'il parte avec ses copains. Ils étaient 4 à être harcelés. J'ai demandé avec les 4 parents qu'ils soient tous les 4 mis dans un autre collège. On m'a répondu, c'est impossible. J'ai demandé à ce qu'il soit mis avec son meilleur copain dans un autre collège. On m'a dit, c'est impossible. Donc, c'était à lui de partir et à lui d'abandonner ses copains. Ouais, et ça, il l'a vraiment mal vécu. Eh bien oui, et ça, c'est franchement pas normal. Et alors ça, c'est un des changements de cette rentrée, c'est que auparavant, c'était à la victime de quitter l'établissement pour pouvoir se protéger de son harceleur, ce qui est quand même absolument insupportable. À partir de cette rentrée, Gabriel Attal, sur proposition d'ailleurs de son prédécesseur, je pense que c'est lui qui avait émis cette idée de pouvoir faire en sorte que ce soit le harceleur qui change d'établissement et qui subisse les conséquences de son comportement, ce qui est quand même la moindre des choses, parce que sinon la victime, quand elle doit partir, c'est la double peine, quoi. On a vécu le harcèlement, et en plus il faut couper les relations avec ses camarades, etc. Parfois aller dans des établissements plus lointains. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ceci dit, j'ajoute une petite chose, peut-être ça va vous agacer ce que je vais dire là, mais je pense que d'éloigner le harceleur
harceleurs, c'est qu'une partie de la réponse, parce que on est quand même d'accord pour se dire que ce sont des jeunes en construction, des jeunes qui ont besoin de faire en sorte que la situation ne se reproduise pas. Et un harceleur, à mon sens, c'est un jeune qui ne va pas bien, c'est un jeune qui a un mal-être en lui, qui n'arrive pas à se dire autrement qu'en utilisant le harcèlement. Et je pense que si vraiment on veut avancer, en plus de l'éloigner de sa victime, il faut le prendre en charge. Il devrait y avoir beaucoup plus systématiquement du temps consacré. Bon, je vous le dis parce que parfois quand on dit ça, d'accord, très bien, parce que souvent quand je dis ça, on me dit oui, mais c'est d'abord à la victime qu'il faut proposer une prise en charge. Ce qui est vrai aussi, il faut qu'on puisse aussi bien évidemment prendre en charge psychologiquement la victime, parce que c'est des situations qui sont extrêmement violentes pour elle. Mais je pense que si on veut avancer d'un point de vue société et faire en sorte que ces gamins ne reproduisent pas, il faut qu'à un moment qu'on puisse aussi mettre en place un système d'accompagnement, parce que sinon les choses se reproduisent ailleurs, quoi. Donc et tant mieux si on est d'accord. Scolaire, exactement. C'est pas l'heure de soutien scolaire qu'ils vont passer de 5 à 19 de moyenne. Hein. Pour moi, ces gamins, c'est tous les soirs qu'ils devraient être à l'étude. Comme à l'époque où ils étaient, à l'époque de mon grand-père, ils restaient à l'étude jusqu'à 19h. Je vais vous dire, moi je serais pour un rétablissement de ça, que tous les gamins, là, comme ça, ils restent à l'école de 5 à 19h et qu'ils fassent des devoirs à l'école. C'est du cadre, en tout cas, vous avez raison. Non, mais on est dans un système d'abandon. Et je voulais juste vous dire une dernière chose quand même, qui, à mon sens, est importante. C'est que quand j'ai eu les professeurs, parce que j'ai sollicité des rendez-vous avec chaque professeur, il y en a 3 ou 4 qui m'ont répondu seulement sur tous les professeurs pour savoir ce qui se passait. J'en ai eu qui étaient en pleurs, et j'en ai eu pas mal qui m'ont dit, dans les 4 que j'ai eu, ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont tous dit on ne peut pas réagir, ils ont des grands frères et des grandes sœurs. Et pour moi, c'est le syndrome Samuel Paty. Honnêtement, les gens ont peur. Le principal, il avait peur, ça se voyait. Principal adjoint avait peur aussi. Ils sont hyper flippés parce qu'effectivement, c'est les grands frères, les grandes sœurs qui dealent dans les cités, machin truc bidule. Ouais, voilà. Eh bien, on est presque au Far West, hein, Sophie. C'est bien. Ça va, dans le 13e arrondissement de Paris, on s'y attend pas, ça c'est sûr. Dans le 19e, à mon avis, c'est pareil, et dans le 20e aussi. Hein. Mais bon, c'est peut-être pire. S'il faut aller habiter Paris centre à 17 000 balles le mètre carré pour pouvoir être tranquille, je sais plus où on est, quoi. Bon, en tout cas, merci de votre témoignage. Vous avez parlé vrai, et puis je pense que beaucoup d'auditeurs sont heureux de vous avoir entendu, parce que c'est vrai qu'il faut oser dire les choses, quoi. Ça suffit de mettre toute la poussière sous le tapis. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Sophie. Merci. Samuel Comblaise, on fait une petite pause et puis on continue. On continue. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On parle du harcèlement et Samuel Comblaise, c'est vrai que c'est pas très optimiste tout ce qu'on entend, mais c'est pas grave, on tient, on continue et on donne la parole à Laurent maintenant. Bonjour Laurent. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bonjour Laurent. Merci de témoigner, on vous écoute Laurent, allez-y. Alors j'étais en train d'écouter très attentivement l'auditrice précédente, Sophie, qui évoquait un petit peu tous ces comportements de harcèlement, notamment en ce qui concerne l'Île-de-France et plus particulièrement Paris. Moi, je me souviens, aussi loin que je me souvienne, moi dans ma scolarité, j'étais scolarisé dans le 11e à Paris, dans le privé, entre 80 et 85, dans une école, dans une petite école de quartier, et qui était très, on serrait la vis assez facilement, mais aussi loin que je me souvienne, le harcèlement a toujours existé. Hein, toujours les grands, un peu de type caïd qui faisait pression sur les bons élèves un petit peu fragiles. Et souvent les harceleurs, c'est ceux qui avaient la plupart du temps souvent les moins bons résultats à l'école. C'est vrai, c'est vrai, on l'a dit d'ailleurs en début d'émission, Laurent. Sauf qu'aujourd'hui, ça semble quand même s'être... Ça bouge, oui. Aggravé. Ce que vous dites reste vrai, mais c'est pas forcément que des caïds ou des jeunes... comment je dirais, qui ont des mauvais comportements. On peut aussi, et notamment dans le cyberharcèlement, avoir des jeunes bien intégrés dans leur famille, dans leur scolarité, et qui pour autant ont des comportements devant un écran qui est inimaginable, et avec des jeunes qui se sentent protégés par leur écran et qui se lâchent, hein, permettez-moi de le dire comme ça. Est-ce qu'on pourrait pour un petit peu synthétiser et dire, Samuel Comblaise, qu'on a d'un côté
les ados pervers. Hein, malheureusement, la perversion, on sait qu'elle est déjà en place au moment de l'adolescence. Et puis on a ce qu'on pourrait appeler les mauvais élèves, les caïds. Est-ce que c'est pas finalement ces deux personnalités-là qui vont surtout harceler? Oui, alors c'est vrai que... Et on sait que les pervers, on les a dans toutes les couches de la société. Oui, et puis je rajouterais peut-être un troisième, ou peut-être que c'est ce que je vais dire est inclus dans les deux catégories. C'est vraiment des jeunes qui ne vont pas bien. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un problème avec ça, d'avoir des jeunes qui ne sont pas capables d'identifier des personnes qui puissent les aider quand ils ont une forme de mal-être, quand il y a un ressenti. On va rajouter cette troisième catégorie. Et je pense que aujourd'hui, le harcèlement, c'est terrible, hein, ce que je veux dire, mais parfois peut servir d'une forme de médicament, avec l'impression qu'en allant faire du mal aux autres, on va se sentir plus heureux. Exactement. Une espèce d'exutoire comme ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Sophie que je pense qu'il faut vraiment qu'on soit aussi attentif à accompagner ces jeunes, parce que sinon on va jamais s'en sortir, quoi. C'est des jeunes qu'on va balader de collège ou de lycée en lycée et rien n'avance. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit à l'écoute aussi de ces harceleurs pour les aider à gérer ces problématiques autrement qu'en faisant du mal. Laurent, je vous en prie. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, j'ai pour principe, comme devise, d'apprendre à mes deux enfants, j'essaie de leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils fassent subir aux autres ce qu'ils ne voudraient pas, que les autres ne leur fassent pas subir non plus. Si vous m'avez compris, je me suis peut-être un peu mal exprimé. On a compris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le harcèlement peut vêtir plusieurs caractères. Hein. On peut très bien avoir des enfants de bonne famille qui vont harceler juste par plaisir, parce qu'ils veulent avoir l'impression d'avoir le dessus sur l'autre. Et forcément, comme pour moi la nature est bien faite, les animaux les plus faibles sont ceux qui se font dévorer toujours en premier, hein, logiquement. Bien sûr. Donc moi, en ce qui compte pour mes deux, je prends l'exemple de mes chez deux l'animal, enfants, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec chez l'être humain. Vous me direz, Samuel Comblaise, chez l'animal, il y a ceux qui sont plutôt victimes et ceux qui sont plutôt dominants. Et il y a une catégorie au milieu qui, a priori, passe à travers les gouttes. Je crois qu'on pourrait dire la même chose pour les ados. Oui, c'est vrai que ça ressemble assez bien, oui, c'est vrai. Ça, c'est des études qui ont été faites dans le monde animal sur beaucoup d'espèces. Laurent, je vous laisse la parole, bien sûr. Oui, je vous en prie. Pour moi, je pense que alors j'ai deux enfants, un de 14 ans et un de 8 ans, qui sont relativement attachés pas forcément aux réseaux sociaux, mais disons aux jeux en ligne un petit peu. On essaye de limiter un petit peu le plus jeune qui a 8 ans, mais celui de 14 ans est déjà dedans depuis un petit moment, et il a forcément un comportement agressif quand il joue, quand il est pas satisfait des résultats qu'il obtient. Et il a souvent un langage, on va dire, assez grossier, et on surveille de très très près tout cet environnement. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont une sorte de subterfuge. Alors, je ne sais pas si le mot est un peu galvaudé ou pas, mais c'est une sorte pour moi de subterfuge pour les jeunes et pour les personnes qui sont entre guillemets dans l'incapacité de garder l'essentiel. C'est-à-dire que on peut aussi bien avoir, alors Internet, c'est une source d'information extraordinaire. Mais on peut aussi bien accéder facilement à des choses négatives qu'à du positif. Et bien souvent, ce qui est étrange, c'est que on est plus attiré, quand on a une certaine forme d'immaturité, on est plus attiré par le côté négatif des événements que par la positivité des choses. On est attiré par le spectaculaire, donc forcément le négatif l'est souvent plus. Hein. On retient souvent plus le négatif. Et on a un dialogue à la maison qui est très ouvert, très sincère, et on essaye d'évoquer la vérité du mieux possible, sans forcément choquer ni l'un ni l'autre. Mais on fait en sorte de les avertir au mieux. En tout cas, vous êtes un parent responsable, on pourrait dire.
Autant que possible. Autant que possible. Oui, autant que possible. Oui, je sais bien. Oui, puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous faites du numérique un vrai sujet, parce que ce qu'on repère souvent dans certaines familles, c'est que en fait, le sujet du numérique n'est jamais abordé. Ce qui paraît assez étonnant, parce que je pense dans beaucoup de familles, on parle des comportements des jeunes à l'école, dans le vestiaire quand on va au club de foot, dans la rue, auprès de ses amis, etc. Et je suis toujours très étonné que le numérique échappe totalement à ces échanges, alors que, vous l'avez dit, et puis on le sait, il se passe plein de choses dans l'univers numérique que les jeunes peuvent utiliser. Et je trouve qu'il faut davantage qu'on puisse en parler avec eux. Ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire de devenir un spécialiste des jeux vidéo auxquels ils jouent, ou même de s'inscrire sur les mêmes réseaux sociaux, c'est pas ça. Mais c'est de temps en temps de se faire expliquer ce que font les jeunes sur leurs écrans, pour pouvoir tout simplement réagir. Et je trouve que c'est un des problèmes aujourd'hui des outils numériques, c'est que d'abord ils y passent beaucoup de temps, et surtout ils sont extrêmement seuls, sans avoir la possibilité de se dire ce qu'ils font, c'est bien, c'est pas bien, c'est respectueux de l'autre ou de moi-même, est-ce que je me mets en danger. Et je pense que nous, on doit, nous adultes, on doit davantage intervenir et dire ce que l'on pense, parce que si on ne dit rien, d'une certaine manière, c'est valider un peu ce qu'ils font, et c'est pas ça qui va les aider à avancer, parce que les jeunes, quoi qu'on en dise, et depuis la nuit des temps, pour pouvoir se construire, ils ont besoin d'un cadre. Et dans la sphère numérique, je trouve que ce cadre échappe beaucoup aux jeunes, et parce que tout simplement les adultes ne sont pas là. C'est parce que les jeunes, ils ont un train d'avance sur les adultes aussi, Samuel Comblèze. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas, de votre témoignage. On continue sur Sud Radio. Vous pouvez témoigner, vous aussi, au 0826 300 300. On se quitte un court instant. On se retrouve avec le Love Conseil. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on change tout à fait de sujet, Samuel Comblèze. On va parler du désir. Pourquoi le désir va s'émousser au fil du temps dans un couple, dans une relation amoureuse. Bon, c'est une réalité. Il faut pas le nier. C'est comme ça. La baisse du sentiment amoureux, de toute façon, est inévitable, et elle va entraîner donc la baisse de désir, puisque le sentiment amoureux, c'est ce qui enflamme l'essence, si je puis dire, et qui donne donc pas de panne d'essence. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça entraîne la baisse d'amour et la baisse de plaisir. Et c'est ça qui est important à comprendre. Ce qu'on va perdre en spontanéité, on peut le gagner en quelque sorte en profondeur. Et c'est souvent ce qu'ont du mal à comprendre les couples. Parce que si la personne n'est pas centrée en elle, mais plutôt tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire si elle attend plutôt les stimuli provoqués par le partenaire ou la partenaire, eh bien, quand elle n'est plus dans la phase coup de foudre, elle croit qu'elle n'a plus de désir. Donc ça, c'est vraiment un premier point important à comprendre. Le désir, il est en nous, il n'est jamais endormi, mais il peut être complètement éteint parce qu'on n'y fait plus attention. Donc ça, c'est important. Et à ça s'ajoute évidemment la routine. Si on fait toujours pareil, on a moins envie. Si on mange tous les jours la même chose, on est moins de plaisir, excité à l'idée de manger quelque chose qu'on aime particulièrement bien. Donc pensez à vous surprendre, à changer un petit peu votre relation intime, à pas faire toujours la même chose, toujours le même jour, toujours au même moment, et puis essayez d'être au diapason, de pas imposer vos goûts à votre partenaire, communiquer, partager aussi beaucoup de plaisir en dehors de l'intimité sexuelle, et puis a priori, normalement, on devrait arriver à maintenir quand même du désir durant la longévité du couple. Alors, je vais quand même rappeler les 3 piliers du non-désir féminin. C'est la peur, évidemment, la culpabilité, et puis aussi la haine. Alors la haine, ça peut être la haine du mâle en général, le mâle dominant, mais ça peut aussi être la haine malheureusement de son partenaire. La peur, elle est évidemment toujours très complexe, mais ça, je crois que vous comprenez bien. Quant à la culpabilité, ça peut être par exemple après l'expérience de la maternité, tout d'un coup on est devenu mère. Est-ce qu'on a encore le droit d'être une bête de sexe ? Bref,
Rappelons quand même que pour une femme, c'est un acte révolutionnaire assez récent que de s'autoriser au plaisir. Voilà, donc à méditer, c'est le conseil pour les couples. Et moi, je trouve aussi que, je le dis parfois à mes patients, que parfois les couples, ils manquent de dialogue sur ce qu'ils ont envie de faire en tant que couple. Et moi, j'invite souvent mes patients à discuter entre eux de qu'est-ce qu'on veut de ce couple, comment on veut qu'il rayonne, comment on veut qu'il vive, qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif, et sur cette perte du désir qui effectivement est quelque chose de, je dirais, dans l'ordre des choses. Justement, qu'est-ce qu'on peut nous en tant que couple se donner comme moyen pour lutter contre cette chose qui est naturelle, et de se donner voilà des petites idées, de se partager un petit peu notre ressenti. Je trouve que ça redonne un petit peu de flamme, un peu d'énergie. Et il me semble que le couple, il est toujours un peu vu comme quelque chose d'immuable et d'automatique. Non, un couple, il est ce qu'on a envie d'en faire, et de pouvoir dialoguer autour de ce qu'on a envie d'en faire me semble essentiel. Je crois qu'il faut juste comprendre qu'un couple, ça naît, ça vit, ça meurt. Exactement, c'est vivant. Et donc c'est vivant, et donc forcément, comme tout ce qui est vivant, ça s'entretient. Voilà. Laurence, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte, merci de me donner la parole. Alors pour commencer, moi j'aimerais beaucoup remercier Sophie qui a fait un témoignage formidable, distancié, mesuré, parce que je suis enseignante et des parents d'élèves posés comme ça, je n'en vois pas souvent, donc je la remercie infiniment. Je suis aussi maman de 3 enfants, donc je sais ce que c'est que d'être de l'autre côté. Je voulais faire une remarque aussi sur le fait que le nombre de conseils de discipline est toujours l'un des indicateurs de ce qu'on appelle les évaluations d'école et d'établissement pour évaluer le climat scolaire. Donc elle avait raison. Bien sûr, voilà, qui sont bien sûr présentés comme bienveillants. Mais la bienveillance de notre hiérarchie reste à ce jour à démontrer dans bien des situations. Donc voilà. Alors ce que je voulais dire, moi je voulais insister sur 2 mots. C'est le mot formé et le mot qualifié. Pour moi, Monsieur Comblès, vous êtes quelqu'un de qualifié. Vous êtes un psychologue. Donc, percevoir les signaux faibles de détresse, c'est votre métier. Vous avez appris ça pendant longtemps. Vous êtes formé, vous avez de l'expérience, vous avez une formation, puis de l'expérience. Et cela s'est étalé dans le temps. Donc, vous êtes désormais qualifié. Moi, en tant qu'enseignante, sur ce sujet-là très médiatique de Monsieur Attal, qui lui permet de communiquer beaucoup, je vais être formée quelques heures. Et j'aurai une fiche de protocole à appliquer qui permettra de me désigner comme lampiste en cas de problème. Parce que je croirai à l'honnêteté de M. Attal lorsqu'il prononcera le nom de Charline Avenel, rectrice de Versailles, qui était en poste pour Samuel Paty et pour l'affaire du petit Nicolas. Donc voilà. Maintenant, pour en revenir aux enfants, effectivement, pour moi, les harceleurs et les harcelés sont victimes sont d'abord des victimes, les uns comme les autres. Certains, l'un plus que l'autre, mais ce sont des victimes de souffrances personnelles, non soignées, non aidés. Ils le sont comme les 50% d'enfants dont vous parliez à une époque qui ont vu en primaire des images de nature pornographique. Ils le sont comme les victimes d'inceste. Ils sont tous ces enfants en souffrance psychologique que je vois passer dans mes classes et pour lesquels je suis dans l'impuissance parce que 7000 psychologues scolaires pour 12 millions d'enfants, ça ne fait pas beaucoup de gens qualifiés. Donc, je voudrais citer le Hugo Martinez que vous connaissez, qui est à la tête de l'association Hugo, qui est un ancien enfant harcelé qui a 22 ans. Et lorsqu'on lui a parlé de ce qui allait se mettre en place, il a dit c'est bien, la parole a été libérée. Le petit Nicolas, il a parlé. Mais qu'est-ce qu'il y a eu après? Et après, il n'y a pas d'injonction de soins pour les harceleurs qui ne sont jamais qu'un. Quand on parle de les déplacer, ils ne sont pas forcément un, ils sont plusieurs. Donc ça aussi, on ne peut pas déplacer 4 ou 5 élèves malveillants. On ne peut pas les forcer à être aidés. Les psys coûtent cher. On n'a personne sur place. Et aussi, on a une justice des mineurs défaillante, Maurice Berger l'a très bien dit, qui fait que cela produit des loups dans nos établissements dont nous ne savons que faire. Donc voilà, je suis assez... C'est bien cette com autour de ça, c'est bien, ça libère la parole sur un sujet. Moi, je voudrais que toutes les souffrances des enfants soient entendues et que l'on ait des personnes qualifiées et non pas formées.
C'est terrible, Laurence, parce que moi, ça fait 23 ans que je fais cette émission. Ça fait à peu près 25 ans que j'ai compris que c'est en aidant les enfants à se construire dans de bonnes conditions qu'on va améliorer la société. J'y ai cru. Et j'ai l'impression que on fait marche arrière largement depuis une vingtaine d'années. C'est assez terrible. Et ce que vous dites est tellement, me semble-t-il, juste. Samuel Comblèze, je vous ai vu malheureusement hocher de la tête. Oui, vous avez raison sur le fait que vous avez cité les psychologues scolaires. On pourrait citer aussi les médecins scolaires, les infirmières scolaires qui sont en sous-nombre et qui sont des personnels extrêmement importants. Je dirais même centraux quand il s'agit d'aller révéler ces situations, parce que voilà, elles sont un peu entre guillemets à l'écart de l'enseignement du quotidien, et c'est des personnes vers lesquelles on peut se tourner justement, qui sont un peu voilà, des confidents parfois, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas elles sont souvent perçues comme ça par les enfants. Mais s'il n'y a pas d'interlocuteur, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un devoir d'ingérence dans ces situations de harcèlement, nous en tant qu'adultes, et si on n'a pas ce réflexe-là systématique et dans les premiers moments du harcèlement, il se déroule. Vous avez parlé du petit Nicolas, il y en a, du grand Nicolas d'ailleurs, il avait 15 ans, mais il y a eu plein de situations comme ça, et puis des situations de souffrance quotidiennes qui sont intolérables. C'est pas possible d'aller à l'école la peur au ventre en se disant qu'on va être attendu dans sa classe, dans la cour de récréation, et puis le soir à nouveau sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça qu'on peut avancer sereinement. Qu'est-ce qu'on peut faire, Laurence, vous qui êtes sur le terrain? Alors moi, ce que l'on peut faire, c'est effectivement d'être à l'écoute, mais comme tout citoyen. Et je pense aussi au rôle des parents, qui sont les grands oubliés de cette histoire-là. Parce que moi, mon enfant harcèlerait, je serais la première à lui couper le portable pendant 2 ans pour le mettre d'aplomb d'entrée. Et ça, ce n'est jamais évoqué. Et il y a autre chose, je les encourage à former aussi leurs enfants à la non-passivité, parce qu'on a parlé des harceleurs, des harcelés, mais pas de la majorité silencieuse, de ce ventre mou, qui lui aussi peut être un réceptacle de parole et d'action. Et c'est très important de leur dire que ce n'est pas dénoncer, ce n'est pas de la délation, c'est aider quelqu'un qui est en situation de détresse et qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Maintenant, effectivement, je suis comme vous assez triste et pessimiste, et je trouve que là, il y a surtout un coup de com' qui est détestable, et je suis très très malheureuse parce que nous, dans les écoles, on a vraiment à cœur d'aider. Et je veux vous dire aussi que le harcèlement, parfois, il se fait contre les adultes. Et j'ai un cas en tête d'une adulte harcelée par toute une classe pour lequel il n'y a eu aucune sanction. Les parents savaient, et mon chéri, mon cœur était sacré, donc on ne l'a pas sanctionné. Voilà. Et aussi quelque chose de très important, je crois que là, vous êtes nombreux enseignants à bientôt avoir la formation phare dans vos écoles. Et beaucoup me disent, parce qu'on me parle de beaucoup de choses, je suis remplaçante, je passe dans les écoles, qu'ils sont choqués par 2 aspects dans ce protocole soi-disant d'aide aux élèves. La première, c'est de ne devoir rien dire aux parents en début de protocole. Ça leur paraît insoutenable. Ça, c'est dans le protocole. Et la deuxième, c'est de considérer que c'est au harceleur de trouver une réponse, puisque c'est vers lui qu'on va se tourner dans le protocole pour dire « Oh, le petit machin, il est malheureux, est-ce que tu vois ce qu'on pourrait faire ?» Donc ces 2 aspects-là, ils n'y adhéreront pas. Surtout qu'ils sauront qu'après, ils seront seuls, pas de psy, pas de plein de postes pas pourvus comme pour les enseignants, vous l'avez dit, les médecins, les infirmières. Donc ils seront seuls et ils seront lampistes désignés. Donc voilà, ils ont tous envie d'aider, ils ont tous envie de bien faire, mais ils n'ont rien comme arme. Ils sont nus. Et ils n'ont pas de soutien de gens qualifiés, je redis le mot qualifiés. Voilà, merci. C'est nous qui vous remercions, Laurence. Samuel Comblèze. Quand vous parlez du programme phare, vous parlez de la méthode de la préoccupation partagée, c'est ça dont vous parlez? C'est ça, ouais, voilà, qui choque beaucoup d'enseignants et qui est balancé sur un e-learning en PowerPoint comme remédiation ultime, en quelques minutes. On peut en dire 2 mots, parce que c'est pas très clair si on n'explique pas. Ce qu'on appelle la méthode PICAS, ou la méthode de la préoccupation partagée, est une méthode qui vient du pays des nord de l'Europe,
et qui vise à permettre aux harceleurs et aux harcelés de trouver, je fais un peu rapide, mais des situations, oui, puis des solutions pour faire en sorte que la situation ne dure pas. Et c'est vrai que pour pouvoir bien utiliser cette méthode, il faut être bien formé, il faut vraiment la maîtriser, parce que sinon on peut faire pire que mieux si on ne la maîtrise pas complètement. Et donc il vaut mieux être bien formé et l'utiliser ou ne rien faire du tout, parce que voilà, ça peut être, et on a eu malheureusement des situations où des jeunes se retrouvaient en mauvaise posture parce que justement ils étaient un peu confrontés, il y avait une espèce de face à face qui normalement en plus c'est pas prévu par la méthode, mais ça peut parfois dégénérer comme ça. Donc voilà, il faut c'est des situations qui sont très sensibles, qui sont comment je dirais, qui mettent vraiment l'individu extrêmement en avant, et il faut être très prudent sur la façon dont on va accompagner. Et c'est vrai, je vous rejoins, il faut des gens qui sachent de quoi ils parlent, parce que si on fait des choses à moitié, on les fait mal, et là il s'agit de vie humaine dont on parle, et Nicolas et tous ceux qui l'ont précédé, j'espère que ça s'arrêtera là, et je suis aussi pas forcément complètement optimiste. Il faut vraiment qu'on puisse faire en sorte que ce harcèlement soit un problème qui avance beaucoup plus en France, et on a beaucoup aujourd'hui parlé de l'éducation nationale, mais il faut se dire aussi que le harcèlement, c'est aussi dans le milieu du sport, dans le milieu des loisirs, dans le milieu des vacances. Voilà, il faut vraiment que le harcèlement n'appartient pas à l'éducation nationale, il appartient à toute la société, et il faut vraiment que la société prenne ça en charge à tous les niveaux. On a tous une responsabilité. Et mon espoir est dans le monde associatif, je vous le dis clairement, Brigitte. Oui, je comprends bien. Pas dans l'institution. Et par l'information, enfin, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette émission avec Samuel Comblès. Je pense que tous les parents qui nous écoutent sont touchés par le témoignage de Sophie, par le vôtre, et donc forcément vont être peut-être plus à même de regarder, parce que finalement c'est à nous tous. Enfin, zut, nos enfants, c'est la société de demain. Oui. On a tous un rôle à jouer, c'est sûr. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. On fait une petite pause. On va conclure par un témoignage qui sera aussi, je pense, émouvant, et qui va nous faire prendre conscience de cette réalité. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous avons la chance d'être avec Samuel Comblès, qui est qualifié, comme l'a dit si joliment Laurence. Vous êtes en effet psychothérapeute, spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfance. Et vous rappelez ce numéro, le 3018, aide aux victimes de violences numériques. C'est Brigitte qui prend la parole pour nous donner son témoignage. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Je tenais à témoigner parce que monsieur Comblé, Comblès, oui. m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je vous appelle. Ce monsieur a dit le harcèlement tue. Et je veux témoigner que le harcèlement tue. Il y a 2 ans, plus de 2 ans maintenant, mon petit-fils de 21 ans s'est pendu. Je me suis toujours posé la question, et nous nous sommes tous posé la question, pourquoi cet enfant pendu? Nous n'avions aucune excusez-moi, je suis troublée. Mais c'est normal, Brigitte. Et c'est important que je témoigne parce que les parents doivent l'entendre. Il n'y a pas de signe avant-coureur pour qu'un enfant passe à l'acte. Forcément, mon petit-fils a été harcelé. Je me suis toujours dit que c'était ça, c'était pas autre chose. Il est passé à l'acte par souffrance. Il n'y a pas de signe avant-coureur. Il n'y a pas du moins pour nous, il n'y a pas eu d'appel au secours, pas de changement de comportement. Les enfants passent à l'acte par souffrance psychologique. Et aujourd'hui, je veux témoigner aussi de cela. La souffrance et le harcèlement des enfants, c'est aussi la souffrance des parents, des grands-parents, de la famille qui les entoure. Et puis des copains, des copains de celui qui se suicide, de tout le monde. Tout le monde est impacté par ça. On se pose tous des questions. Et en écoutant monsieur Comblès, j'étais au volant de ma voiture, je me disais vite, rentre à la maison, il faut absolument que tu appelles. Monsieur Comblès a mis des mots sur les points d'interrogation que j'avais. Le harcèlement tue.
Le monsieur qui a témoigné au moment où j'étais en voiture, qui disait que sa fille jeune avait été harcelée et qu'elle n'a jamais osé le dire. Oui, et qu'elle a fini par le dire que plus tard, beaucoup plus tard, à 20 et quelques années, eh bien, ça aussi, ça m'a parlé, ça m'a fait penser à mon petit-fils. Et aujourd'hui, je peux dire à ces gens, il n'y a pas de signe avant-coureur. Les enfants sont en souffrance. C'est une souffrance psychologique qui dure certainement depuis longtemps, des années. Les enfants n'en parleront pas. Pourquoi? Parce que vous l'avez très bien dit, Brigitte, tout à l'heure. Je vous écoutais encore à la maison. Les enfants vont prendre ça, vont dire c'est de la délation. Si j'en parle, on va dire que c'est moi qui. Mais non, ce sont eux les victimes. C'est malheureux. Mais dire le mot victime, les enfants ne veulent pas l'accepter, voyez, ils ne veulent pas être la victime de quelqu'un. Et je veux finir mon témoignage par une autre chose que j'ai expliquée au monsieur que j'ai eu bien avant vous. Aujourd'hui, moi, 65 ans, je suis harcelée par rapport au suicide de mon petit-fils, justement. Le harcèlement, je le vis. Dans ce que je vis aujourd'hui, je sais ce que ces enfants ont vécu, ce qu'ils ont enduré. Moi, je suis une adulte, je suis une dame qui a fait toute sa vie. Je suis une adulte et je suis harcelée. Mais vous êtes harcelée par qui, Brigitte? Toujours par un réseau social, vous voyez. C'est grave ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement ne prend pas conscience que ces réseaux sociaux sont assassins. Ils peuvent assassiner nos enfants, nos petits-enfants. Ils peuvent nous assassiner nous-mêmes. Là, c'est parce que je suis sur le coup de l'émotion que je vous en parle en tremblant. Mais le harcèlement, c'est au quotidien. Le harcèlement vous use. Le harcèlement, le harceleur se sert de votre point faible pour vous affaiblir. Oui. Et le cyberharcèlement ne s'arrête jamais, ce qui explique effectivement ce sentiment d'épuisement, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun endroit pour pouvoir se protéger, aucun refuge. Brigitte, c'est peut-être pas l'endroit pour en parler, mais appelez le 3018, on peut vous aider si vous êtes vous-même victime de cyberharcèlement, et on a les moyens, parce que le 3018 est signaleur de confiance auprès de tous les réseaux sociaux, ce qui permet de supprimer des contenus, voire dans les cas les plus graves, de supprimer des comptes, et on peut vous venir en aide. Donc une fois que vous aurez raccroché, je vous invite à appeler le 3018, vous aurez un psychologue ou un juriste. Je l'ai déjà fait, mais mon témoignage était surtout pour que les gens entendent. D'accord. Si les enfants, on arrive à un acte aussi dramatique, c'est que quelque part le harceleur ne l'a pas, harcelé que sur quelques jours. Non, ça dure. C'est long, c'est répété. Bon, en tout cas, je pense que votre témoignage, Brigitte, les parents qui nous écoutent l'entendent, et je pense que chaque parent qui a des enfants, des ados, va poser la question, évidemment, à ses enfants. On va conclure avec Jean-Yves également, qui voulait réagir. On est en fin d'émission, Jean-Yves, mais on vous donne la parole. Merci de réagir. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Jean-Yves, allez-y. Alors, je suis ex-dirigeant d'entreprise, mais toujours administrateur, et j'ai créé dans le département des Pyrénées-Orientales les cadets de la gendarmerie, et j'ai eu besoin de structure. Et donc, je suis accueilli gratuitement dans un lycée, et pour remercier ce lycée, qui est le lycée Alfred Sauvy, qui est un lycée professionnel formidable, près du Boulot, près de la frontière espagnole, soit je fais des remplacements de professeurs, soit je travaille sur des dossiers, dont le harcèlement scolaire. Et l'idée que je suis en train de mettre en place est la suivante. Moi, j'ai été harcelé parce que j'étais tout le temps pris d'excellence. C'est comme ça. Bon, c'était il y a longtemps, j'ai 71 ans. Et je sais que on m'aurait tué plutôt que j'aille me plaindre. Et l'idée du lycée était de créer des binômes, c'est une bonne idée, un adulte, un élève, pour qu'on aille se plaindre. Sauf que personne va aller se plaindre up front. Et donc, je vais faire mettre dans tout le lycée, dans tous les endroits, la cantine, les dortoirs, partout, sur chaque porte, un QR code que chaque lycéen pourra flasher discrètement. Et quand il aura flashé ce QR code, il choisira son binôme et des heures de rendez-vous discrets à l'extérieur du lycée pour lequel il pourra
parler de son problème. C'est rien, c'est une toute petite idée, mais ça me paraît très opérationnel. Qui est un peu mon métier. Bravo. Voilà. Bravo. Samuel, bon, enfin, bravo, non. Si, bravo, parce que je pense que dans ce problème que nous évoquons aujourd'hui, il n'y a pas de petite solution, il n'y a que des bonnes idées et tout ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses, c'est une bonne chose. Ça me fait penser beaucoup votre idée. C'est pas tout à fait le même principe, mais aujourd'hui, dans certains établissements, se développent des salles où on peut parler. C'est-à-dire, c'est des endroits qui sont fréquentés par d'autres élèves où on sait que quand on a besoin de parler, pas forcément que de harcèlement, on peut se présenter dans cette salle et il y a des élèves qui ont été particulièrement accompagnés, formés justement pour pouvoir accueillir la parole des autres et qui sont, je dirais, faciles d'accès parce que ce sont d'autres élèves. On n'a pas la difficulté de pousser la porte d'un bureau d'un adulte. Donc il y a une proximité et apparemment c'est des lieux d'écoute qui se développent et qui ont l'air de porter leurs fruits. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que vous proposez, en tout cas de faciliter la parole et de faire en sorte que cette révélation des situations, elle puisse se faire sans obstacle, sans difficulté et de manière très rapide. Donc je vous redis bravo. En tout cas, ça prouve que Laurence a raison quand elle dit ça viendra, les solutions, elles viendront des associations, des citoyens. Mais petit à petit. Oui, je rajouterais un adjectif qui, à mon avis, est majeur, qui est il faut absolument que ce soit 100% anonyme. Sinon, je vous dis, moi, je me serais fait tuer plutôt qu'on sache que j'étais allé me plaindre. Vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si c'est... Donc, il faut faciliter le truc et que ce soit complètement anonyme. Tout à fait. Et là, ça marche. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous avez raison parce que la peur des représailles est souvent un énorme obstacle qui s'impose parce que les jeunes ont peur de parler parce qu'ils se disent ça va faire empirer la situation et pas du tout la résoudre. Donc il faudrait pouvoir, entre guillemets, dénoncer son harceleur de manière anonyme. C'est bien ça? Pas il faudrait pouvoir, pardonnez-moi d'être aussi précis, il faut pouvoir avoir un entretien 100% anonyme et dénoncer les faits, donc le harceleur. Auprès de quelqu'un de qualifié pour qu'on soit sûr que c'est pas une dénonciation harcelante, encore une fois. Absolument, et c'est pour ça qu'on fait ça en binôme avec le lycée est formidable et l'encadrement du lycée est formidable, je dois dire. Le lycée Alfred Sauvy, moi j'y suis comme un poisson dans l'eau et il faut absolument qu'il y ait un adulte formé, vous avez absolument raison madame, un adulte formé et un élève un peu formé aussi. Eh ben merci beaucoup, monsieur, de ce témoignage. Merci beaucoup, monsieur Samuel Comblaise. On va conclure sur cette idée. En effet, l'anonymat, oui, on peut le comprendre. Merci beaucoup, Samuel Comblaise. Je rappelle ce numéro 3018, aide aux victimes des violences numériques. Demain, on sera avec Hélène Vecchiali. On reviendra sur le fameux triangle sauveur, victime, persécuteur, et on verra comment reconnaître tout ça. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Brigitte.